Alors bonjour à tous et je suis très heureux d'être présent au festival Stars Up pour vous parler aujourd'hui de Dune, le roman de science-fiction qui est le plus lu et le plus vendu au monde, toujours à l'heure actuelle. Donc j'aurai vraiment plaisir à vous parler de celui-ci, aussi bien pour vous parler du roman en lui-même que de toutes les œuvres qu'il a pu inspirer par la suite. Donc voilà, je vous propose vraiment de partir de ce principe-là. On va voir du roman aux écrans, la fabuleuse histoire de Dune. Et ça me permettra donc aussi bien de vous parler de Frank Herbert, son créateur, que des réalisateurs ou des artistes qu'il a pu inspirer par la suite. Donc, je me présente rapidement, même si ça a déjà été fait. Je m'appelle Nicolas Allard, je suis professeur agrégé de lettres modernes et essayiste. Je suis spécialiste notamment des littératures de l'imaginaire comme la science-fiction, la fantasy et également de la pop culture. Donc, j'ai déjà écrit un essai sur Star Wars il y a quelques années, un essai sur Game of Thrones, plus récemment un essai sur Jules Verne où j'ai essayé de montrer en quoi Jules Verne était le père de la pop culture, comment il avait pu inspirer bien des artistes de la pop culture. Et puis donc, mon essai le plus récent est sorti en août dernier aux éditions Pocket Imaginaire et porte sur Dune, un chef-d'œuvre de la science-fiction. Alors pour commencer, je vais vous parler un petit peu de Frank Herbert, celui qui a donc écrit Dune. Frank Herbert est né en 1920 à Tacoma, aux États-Unis, une des villes qui était à l'époque les plus polluées des États-Unis. On va voir que ça a une importance pour Dune, pour l'histoire de Dune. Il est décédé donc en 1986. Voilà, alors Dune, c'est une œuvre particulière. Il s'agit du premier roman de l'histoire à avoir obtenu 2 prix extrêmement prestigieux, le prix Nebula et le prix Hugo. Ce sont 2 prix qui récompensent les œuvres des littératures de l'imaginaire, notamment les œuvres de science-fiction. Et c'était la première fois dans l'histoire qu'un roman obtenait ces 2 prix en même temps. Pourtant, Dune, à l'origine, c'est un texte qui a été édité à un nombre très réduit d'exemplaires aux États-Unis. Il n'y avait que 3500 exemplaires, ce qui est très peu pour un territoire aussi vaste. Mais comme tout de suite, le roman a obtenu de très bonnes critiques, eh bien, le bouche à oreille a fait que c'est devenu progressivement un immense succès de librairie, au point, comme je vous le disais, que c'est devenu, à l'heure actuelle, le roman de science-fiction le plus vendu au monde. Et justement, suite à ce succès, au succès du premier tome, Frank Herbert a été appelé à écrire plusieurs autres tomes, ce qu'on appelle maintenant le cycle de Dune. Il y a donc 6 tomes qui ont été composés par Frank Herbert, qui vont de Dune jusqu'à la Maison des Mers. Il avait prévu d'écrire un 7e tome et de prolonger le cycle de Dune, mais il y a été empêché puisqu'il est mort brutalement à l'âge de 66 ans. Alors, je vais vous parler un petit peu justement des sources d'inspiration de Frank Herbert. Comment en est-il venu à composer ce qu'on considère maintenant comme un chef-d'œuvre de la science-fiction, une des œuvres les plus marquantes de la littérature mondiale ? Frank Herbert, c'est quelqu'un qui, au cours de sa jeunesse, lisait beaucoup. C'était un très grand lecteur. Ça vient aussi de son histoire personnelle. Frank Herbert a été élevé par 2 parents qui étaient alcooliques. Il a eu l'occasion d'en parler. Et donc, la littérature, pour lui, c'était un refuge. C'était un moyen de se détacher un petit peu de ce monde dans lequel il ne trouvait pas pleinement satisfaction. Une de ses œuvres préférées, c'était les tragédies de Shakespeare, notamment Roméo et Juliette. Et donc, il y a toute une dimension tragique dans Dune qui vient du fait qu'il ait été un grand lecteur de Shakespeare. Il est également un grand lecteur de littérature française, ce qui n'est pas si courant que cela pour un écrivain américain, surtout à son époque. Et un des auteurs qu'il a le plus aimé lire, c'est Jules Verne, justement. Il a dévoré les voyages extraordinaires de Jules Verne au cours de son enfance et de son adolescence. Et Dune, par plusieurs aspects, rappelle justement les romans de Jules Verne. Il ne faut pas oublier que Dune est une grande œuvre de science-fiction et qu'elle a une dimension philosophique, mais elle a également une grande dimension aventureuse. Et cet esprit d'aventure était présent dans les romans de Jules Verne. Et puis, une autre source d'inspiration très forte pour Frank Herbert, c'est ce que l'on appelle maintenant le cycle de Mars d'Edgar Rice Burroughs. Alors Edgar Rice Burroughs, il est surtout connu maintenant pour les romans Tarzan, puisque c'est le créateur de Tarzan. Il est également l'auteur de 2 autres grands cycles de la science-fiction, le cycle de Pellucidar,
qui se passe au centre de la Terre et qui voit plusieurs dinosaures être confrontés à des êtres humains. Donc c'est l'un des premiers à avoir mis en place une littérature préhistorique. Et le cycle de Mars, vous connaissez peut-être plus ce cycle sous le titre des aventures de John Carter. Disney a adapté justement les aventures de John Carter il y a une dizaine d'années au cinéma. Et il y a bien des parallèles qui sont à établir entre les aventures de John Carter et les aventures de Paul Atreides. Donc on est là face à deux œuvres, Dune et le cycle de Mars, qui se ressemblent beaucoup. Et je fais un long développement là-dessus dans mon livre, justement. Alors, parmi les autres sources d'inspiration de Frank Herbert, il n'y a pas que la littérature, il y a aussi sa propre expérience personnelle. Et notamment, avant de devenir un véritable écrivain, Frank Herbert a rédigé des discours pour des hommes politiques américains, que ce soit des démocrates ou des républicains, ce qui lui a permis de voir un peu l'envers du décor, de voir comment les politiciens de son époque pouvaient se comporter, pouvaient agir. Et il a constaté notamment que, d'après lui, un des problèmes dans la politique, c'était le fait de se trouver face à des leaders charismatiques, des leaders que l'on pouvait presque considérer comme des héros. Et c'est pour cela qu'il disait de façon un peu provocatrice que le meilleur président des États-Unis au XXe siècle, c'était Richard Nixon, qui se trouve là à l'écran. Parce que justement, comme c'était un politicien qui était assez peu apprécié, un politicien que beaucoup ont fini à juste titre par juger corrompu ou véreux, eh bien, il permettait à son peuple d'être finalement dans un esprit critique vis-à-vis de celui-ci et de ne pas se laisser influencer par son charisme. Et le cycle de Dune, justement, réfléchit beaucoup à la question du leader politique et de son influence. L'autre grande source d'inspiration qui était liée à la vie de Frank Herbert, à son histoire personnelle, Frank Herbert avait des activités de journaliste et il a été amené à un moment donné à faire un reportage sur les dunes de l'État américain de l'Oregon, parce qu'il s'intéressait au fait que le département américain de l'agriculture avait mis en place des techniques pour limiter l'avancée des dunes dans ce territoire. Le désert commençait à prendre trop d'espace, trop de place. Et il s'est beaucoup documenté sur la question du désert, la vie dans le désert, etc. Et il avait une telle documentation qu'il a trouvé cela dommage finalement d'écrire simplement un article journalistique. Et il a décidé de s'en inspirer pour écrire un roman. L'autre grande source d'influence pour Frank Herbert dans sa vie personnelle, c'est l'écologie. À la même période que Dune, il va écrire un roman qui s'appelle Le Cerveau vert, qui est considéré comme l'un des premiers romans écologiques de l'histoire de la littérature. Et Frank Herbert, pourquoi est-il sensible à la question environnementale? Pour deux raisons. Premièrement, il a grandi, donc, comme je vous le disais, à Tacoma. C'est une ville des États-Unis qui était particulièrement polluée pendant que lui était enfant et adolescent. Donc il a vu à quel point on pouvait maltraiter finalement la planète. Il en avait des preuves concrètes. Et puis son meilleur ami, son ami d'enfance, était amérindien, Howard Hansen. Et comme beaucoup d'Amérindiens, il était sensible justement à la question de l'environnement. Et il a beaucoup échangé avec Frank Herbert sur cette question-là. Il l'a vraiment sensibilisé. Et lors de leurs échanges, d'ailleurs, avant même d'écrire Dune, Frank Herbert avait fini par dire à cet ami que si on continuait à exploiter autant les énergies fossiles, on finirait par transformer notre planète en immense dune. Et il a gardé cette formulation pour son célèbre roman de science-fiction. Voilà, donc si vous vous intéressez à l'écologie et notamment à Dune, je vous recommande la lecture du Cerveau vert. Ce n'est pas le roman de science-fiction le plus connu, mais c'est l'un des premiers grands textes de l'histoire de l'écologie. Alors, parlons maintenant, une fois qu'on a évoqué un petit peu ces sources d'inspiration, que je traite bien sûr beaucoup plus longuement dans mon livre, on va parler de l'histoire de Dune en ce qui concerne ses adaptations. Si je mets le logo Marvel ici sur cet écran, c'est parce que la première tentative d'adaptation de Dune a été pensée par Marvel, la société de bande dessinée. Je ne parle pas ici du Marvel Cinematic Universe. Et donc, il était prévu d'adapter Dune en bande dessinée. Frank Herbert s'y est opposé parce qu'il était persuadé que son roman avait un potentiel cinématographique et que si on limitait Dune à l'univers de la bande dessinée, ce serait finalement assez dommage, on lui donnerait moins d'impact. Alors, le premier projet cinématographique en lien avec Dune est
a été pensé par le producteur de La Planète des Singes, Arthur P. Jacobs, qui donc avait déjà adapté un roman de science-fiction, le roman de Pierre Boulle, La Planète des Singes au cinéma, et qui avait rencontré un immense succès à la fin des années 60. Et à la fin des années 60, début des années 70, il a le projet d'adapter Dune au cinéma. Il va d'ailleurs avoir l'idée d'adapter Dune en faisant appel au réalisateur de Laurence d'Arabie, David Lean. Et ce qui est amusant ici, c'est que David Lean accepte rapidement le projet parce que justement, Laurence d'Arabie, c'est une des sources d'inspiration de Frank Herbert quand il écrit Dune. On a ici toujours le désert comme, on pourrait dire, personnage principal ou cadre principal. Et puis, le personnage principal de Laurence d'Arabie a plusieurs points communs avec le personnage de Paul Atreides. Le projet va finalement être abandonné. Arthur P. Jacobs est vraiment focalisé sur le développement de La Planète des Singes et par ailleurs, il va décéder brutalement au début des années 70. Alors, l'autre projet très connu du grand public, c'est la tentative d'adaptation de Dune par Alejandro Jodorowsky. Cet artiste franco-chilien qui à l'origine est un poète, un auteur et qui s'est lancé dans la réalisation de films au cours des années 60-70. Il a réalisé notamment El Topo et La Montagne Sacrée, qui sont désormais des films cultes, des films qui appartiennent plutôt à ce qu'on appelle la catégorie des Midnight Movies, c'est-à-dire des films justement qui vont plutôt être réservés à des adultes, que l'on va voir plutôt tard le soir, parce que ce sont des films qui sortent un peu de l'ordinaire, des films qui sont parfois assez psychédéliques, ésotériques, puisque Jodorowsky accorde beaucoup d'importance à l'ésotérisme. Et donc Jodorowsky a le projet d'adapter Dune au cinéma. Il dit avoir lu le roman en un seul jour. Alors ça paraît peu vraisemblable parce que Dune fait environ 800 pages dans les éditions de poche, mais en tous les cas, il insiste sur le fait qu'il a été fasciné par ce roman, qu'il l'a lu pratiquement d'une traite, et il a la folle envie d'adapter Dune au cinéma. Alors, son projet était quand même assez singulier. Ici, je vous ai proposé une de ses phrases célèbres quand il a eu l'occasion de s'expliquer sur cette adaptation. Il disait, en fait, je n'adaptais pas le Dune d'Herbert, je voulais faire le Dune de Jodorowsky. Et effectivement, il s'inspire du roman de Frank Herbert, mais il le réécrit considérablement. Il y a beaucoup de modifications qui sont apportées entre le roman et ce qu'aurait dû être son film. Et par ailleurs, il avait prévu de faire un film en fonction des commentaires qu'il a pu faire. Le film aurait pu durer entre 9 à 12 heures. Donc ça a inquiété beaucoup les producteurs américains. Le film aurait dû coûter environ 15 millions de dollars. Il en manquait 5 pour qu'il puisse se faire, et ces 5 millions de dollars devaient venir des États-Unis. Mais les producteurs hollywoodiens avaient peur en fait que ce soit un échec au box-office. Jodorowsky avait justement la réputation d'un réalisateur qui sortait un peu des sentiers battus, quelqu'un qui n'aurait pas vraiment été grand public. Et donc, le projet a été abandonné parce qu'il n'a pas trouvé les financements nécessaires. Alors, ce projet était très avancé puisque Jodorowsky avait travaillé en compagnie de Jean Giraud, qui est plus connu sous son pseudonyme artistique de Moebius, un grand dessinateur français. Et Moebius a composé un storyboard extrêmement détaillé, une véritable œuvre d'art, qui d'ailleurs, le storyboard officiel s'est vendu à plusieurs milliers d'euros il y a un peu plus d'un an. Et là, vous en avez quelques représentations. Donc un projet qui aurait été très novateur, très intéressant visuellement, mais qui n'a pas pu se faire donc, pour des raisons de financement. On en garde quand même quelques traces du Dune de Jodorowsky, même si c'est un film donc, qui n'a jamais pu se faire et qui n'est jamais sorti sur les grands écrans. Notamment pour compenser la frustration de ne pas avoir pu réaliser son film, Jodorowsky, en collaboration avec Moebius, a réalisé la bande dessinée L'Incal, qui reprend plusieurs éléments du Dune qu'ils auraient dû mettre sur grand écran. Donc si vous voulez avoir une idée de ce qu'aurait été le Dune de Jodorowsky, je vous recommande fortement la lecture de L'Incal, qui permet d'avoir justement de se faire un peu une idée de ce qu'aurait été ce projet. Et L'Incal, d'ailleurs, va bientôt être adapté au cinéma par le réalisateur Taika Waititi, qui est bien connu du monde de la science-fiction. Dernier élément concernant le Dune de Jodorowsky,
C'est également un film qui n'a pas pu se faire, mais qui a pu inspirer par son storyboard, par l'équipe artistique que Jodorowsky avait mis en place, eh bien, des films comme Alien. Notamment, vous avez sur la droite de l'écran Giger, donc un artiste suisse qui avait été mobilisé par Jodorowsky pour représenter les Harkonnen dans le film qu'il entendait mettre en œuvre. Et grâce à cette sollicitation, Giger a pu être plus connu des studios hollywoodiens et lui, comme une partie de l'équipe artistique de Dune, eh bien, a été mobilisé pour réaliser le premier film Alien. Donc Alien, tel que le célèbre film de science-fiction, doit un petit peu à Jodorowsky et son film qui n'a jamais pu se faire. Je vais vous parler maintenant de David Lynch, puisque si la première adaptation de Dune existe au cinéma dans les années 1980, en 1984 plus précisément, c'est grâce à David Lynch. Donc David Lynch que l'on voit ici avec Frank Herbert, qui est donc à ce moment-là déjà assez âgé, il décédera 2 années plus tard. Donc célèbre réalisateur David Lynch et notamment d'Elephant Man. David Lynch est un fan du roman de Frank Herbert, donc il accepte très volontiers le projet une fois qu'on lui confie. Les droits du roman avaient été achetés par De Laurentiis, un producteur italien assez célèbre de l'époque, qui a réalisé plusieurs films à grand spectacle. Et donc, il confie le projet à David Lynch, déjà parce qu'il sait que Lynch est fan du roman de Frank Herbert, mais aussi parce qu'il aime bien son style particulier. Il estime que c'est un réalisateur qui va apporter quelque chose de nouveau, de différent peut-être, à cet univers déjà bien établi. Au départ, Frank Herbert est assez enthousiaste lorsqu'on lui demande de collaborer avec David Lynch. Et il dit notamment « David Lynch a su capturer l'essence de mon livre ». Donc il pense que le film va être un succès. Il est plutôt enthousiaste quand il voit David Lynch travailler sur son film. Donc vous avez ici la fiche officielle. Le film sort en 1984 et est un échec aussi bien au box-office qu'en ce qui concerne les critiques. Les commentaires sont extrêmement mauvais concernant le Dune de David Lynch. Et une partie de ces commentaires négatifs sont d'ailleurs justifiés quand on connaît bien le roman et les possibilités de son adaptation. Quels sont les reproches qui ont été faits à ce film, et notamment les reproches que Frank Herbert lui-même va faire sur ce long métrage qui, a posteriori, va le décevoir? D'abord, le fait que les Harkonnen soient présentés comme des méchants assez caricaturaux dans cet univers. Le baron Harkonnen, qu'on voit sur la gauche de l'écran, n'est pas très effrayant dans cette version-là. En tous les cas, il l'est moins que dans la version de Denis Villeneuve. Et Frank Herbert a reproché à David Lynch d'en avoir fait un personnage assez cartoonesque, assez clownesque. Voilà, donc il trouve déjà que les méchants, les Harkonnen, ne sont pas représentés de façon très fidèle à ce que lui avait envisagé. Parmi les autres reproches que Frank Herbert et son fils Brian Herbert, qui est donc un grand connaisseur de l'œuvre de son père, parmi les reproches qu'ils vont faire à David Lynch, il y a le fait également que le désert soit trop peu présent dans l'intrigue. Donc, il lui reproche à David Lynch d'avoir beaucoup tourné finalement en intérieur, dans des décors qui ne sont pas la réalité, et d'avoir trop peu valorisé le désert, qui dans le roman de Frank Herbert est un personnage à part entière de l'intrigue. L'autre défaut, et là par contre David Lynch en était tout à fait conscient, c'est le fait que son film faisant un peu plus de 2 heures, l'intrigue de Dune étant d'une grande complexité, tous ceux qui ne connaissaient pas le roman en se rendant dans la salle de cinéma ont été perdus. Il y a une multitude de personnages dans Dune, une multitude d'intrigues, et donc on s'est retrouvé dans une situation où l'on ne comprenait pas toujours bien ce dont il était question. On avait des difficultés en tant que spectateur à s'attacher aux personnages, puisque certains meurent rapidement sans qu'on ait véritablement pu faire connaissance avec ceux-ci. Donc voilà, un des autres problèmes. Et puis plus globalement, et j'en parle justement dans mon livre, il y a la concurrence de Star Wars. Dans mon livre, dans le dernier grand chapitre, je fais tout un développement sur les œuvres de pop culture qui ont été inspirées de Dune. Et notamment, je parle beaucoup de Star Wars. Il y a même un chapitre qui s'appelle Star Wars, Je suis ton père, puisque une des sources d'inspiration importantes de George Lucas en écrivant La Guerre des Étoiles, c'est le roman Dune. Pour l'anecdote d'ailleurs, Frank Herbert, quand il se rend au cinéma en 1977 pour voir ce qu'on appelle nous maintenant un nouvel espoir, eh bien, il a l'impression d'avoir été plagié par George Lucas.
il estime qu'il y a 16 points d'identité absolue entre Dune et la Guerre des Étoiles, et il avait même envisagé de faire un procès à George Lucas. Il a ensuite abandonné l'idée parce qu'il s'est rendu compte, et à juste titre, que George Lucas avait une multitude de sources d'inspiration, mais voilà, il a vu qu'il y avait beaucoup de points communs. Et effectivement, Star Wars sort au cinéma en 1977, ensuite on a l'Empire contre-attaque en 1980, puis le Retour du Jedi en 1983. Donc Dune a souffert de cette concurrence-là. Le fait que Star Wars était déjà une franchise de pop culture extrêmement populaire, et aussi que c'était des films qui bénéficiaient de moyens visuels et techniques bien supérieurs aux films de David Lynch, qui à côté faisait assez pâle figure. Donc Star Wars est à la fois l'héritier de Dune et également son pire adversaire ou son pire rival, puisque ça a empêché le développement de Dune au cinéma pendant un certain temps. Parmi les adaptations de Dune, finalement, la première adaptation réussie, c'est une adaptation vidéoludique. Un jeu vidéo développé par la société française Cryo, qui est sorti au début des années 90 et qui est considéré comme un jeu vidéo culte, avec une très belle bande-son, et un jeu assez prenant, assez immersif, qui a reçu de très très bonnes critiques et qui est toujours considéré par beaucoup de personnes comme absolument culte. Dune a également été adapté en série télévisée au début des années 2000. Alors, ça n'a pas du tout permis au roman de Frank Herbert de s'imposer comme une œuvre de pop culture. Et donc, le roman est resté très populaire, mais ne s'est pas imposé sur d'autres médias. Pour la raison suivante, les deux mini-séries qui ont été développées, Dune et Les Enfants de Dune, sont des mini-séries qui disposent de moyens très limités. Donc les effets spéciaux n'étaient pas du tout de bonne qualité. Et à la même époque, on avait en plus le retour de Star Wars sur grand écran avec la prélogie, les épisodes 1, 2 et 3, puisque là, ces séries sont sorties au début des années 2000. Donc, de nouveau, Dune a subi la concurrence de Star Wars. C'est une concurrence qui, ici, était encore plus forte, puisque les moyens de ces mini-séries étaient particulièrement limités. Alors, pourquoi vous parlez du Seigneur des Anneaux ? Alors, déjà, une première chose, Dune et le Seigneur des Anneaux sont considérés comme deux monuments des littératures de l'imaginaire. On considère souvent que le Seigneur des Anneaux, c'est l'œuvre la plus importante, l'œuvre majeure de la fantasy. Et Dune serait, si on ne devait lire qu'un roman de science-fiction dans sa vie, on dit souvent qu'il faudrait avoir lu Dune. Par ailleurs, et je le montre dans mon essai, il y a des points communs entre Dune et la fantasy. Frank Herbert s'intéressait justement à la littérature de fantasy, et il y a beaucoup d'éléments de fantasy qu'on retrouve dans Dune. Je n'ai pas le temps malheureusement ici de les évoquer dans le détail, mais ils existent. Et Dune d'ailleurs est à ce point en lien avec la fantasy que les romans de Frank Herbert ont inspiré une saga romanesque de fantasy qui est extrêmement populaire, dont vous avez tous déjà entendu parler, Le Trône de fer de George Martin, qui est encore plus connu par la série Game of Thrones. Alors pourquoi vous parlez également du Seigneur des Anneaux ? Parce que pendant longtemps, ces deux monuments de la science-fiction et de la fantasy que sont Dune et le Seigneur des Anneaux ont été considérés comme inadaptables au cinéma. Or, au début des années 2000, Peter Jackson, avec sa trilogie du Seigneur des Anneaux, a prouvé que l'on pouvait adapter les romans de Tolkien au cinéma et qu'on pouvait le faire tout en respectant l'œuvre d'origine. Ce sont des films qui non seulement ont eu de très bonnes entrées en salle, c'est vrai, mais qui ont aussi également de très bonnes critiques et même parfois de personnes qui sont spécialisées dans ces univers-là. Rappelons par exemple que Le Retour du Roi a obtenu l'Oscar du meilleur film en 2004. Donc, ça va donner l'idée aux studios américains d'exploiter finalement Dune, de redonner sa chance à Dune en considérant peut-être que, comme on a pu adapter Le Seigneur des Anneaux au cinéma avec de nouveaux moyens techniques, peut-être qu'on pourrait le faire également pour Dune. Et ça va tout de suite attirer beaucoup, le fait qu'on en parle dans les studios américains, ça va attirer Denis Villeneuve, parce que Denis Villeneuve est un fan absolu de Dune. C'est son roman préféré, son livre de chevet. Il l'a lu un nombre incalculable de fois et il a véritablement envie d'adapter ce roman. Il dit d'ailleurs que c'est ce qui l'a conduit à vouloir être réalisateur. Il a eu envie d'être réalisateur pour pouvoir un jour adapter Dune au cinéma. Alors, Denis Villeneuve est bien placé pour adapter Dune pour les raisons suivantes.
outre le fait qu'il connaît très bien l'univers de Frank Herbert, puisqu'il a lu le roman de nombreuses reprises, il est spécialisé également dans l'adaptation d'œuvres littéraires. Incendie, c'est l'adaptation d'une pièce de théâtre de Waji Mouahad, et une adaptation qui est très satisfaisante, pour laquelle il a obtenu de nombreux prix. Premier contact, c'est une œuvre qui est adaptée d'une nouvelle de Ted Chiang, une nouvelle de science-fiction. Et puis, par ailleurs, avec Blade Runner 2049, Denis Villeneuve a prouvé qu'il était capable de gérer un budget important pour un film de science-fiction avec un casting important, et également de s'attaquer à un monument de la science-fiction, puisque Blade Runner est un film culte de la SF, qu'on l'aime ou pas, c'est un film qui est essentiel dans l'univers de la science-fiction. Alors voilà, donc Denis Villeneuve a eu l'occasion de donner plusieurs interviews avant de réaliser Dune. Et il y a notamment cette interview qu'il a donnée en 2017 où il dit « J'ai des images qui me hantent depuis 35 ans, ce sera le film de ma vie ». Donc Denis Villeneuve a véritablement envie d'adapter Dune et effectivement il lui rend un très bel hommage. Mon essai d'ailleurs, c'est le premier texte qui traite l'adaptation de Denis Villeneuve qui en parle. Donc si vous avez vu le film de Villeneuve et que vous voulez avoir un petit peu une analyse de ce film, savoir dans quelle mesure il est une adaptation satisfaisante du roman de Denis Villeneuve, du roman de Frank Herbert, eh bien j'en parle dans mon essai. Par rapport à cela, justement, quels sont les points forts du film de Denis Villeneuve? Qu'est-ce qui en fait une bonne adaptation, pour donner simplement quelques éléments ici? Déjà, il y a un très très beau casting. Il a véritablement soigné le casting de ce film, un casting international avec des acteurs qui sont connus, reconnus et qui sont pour la très grande majorité d'entre eux excellents. L'autre point fort, et vous le voyez ici, j'ai volontairement proposé les deux affiches officielles du premier film Dune. Ça, c'est l'affiche classique et ça, c'est l'affiche IMAX. Et ce qui est frappant sur l'affiche IMAX, c'est qu'on voit le désert. Denis Villeneuve a compris ce que justement David Lynch n'avait pas su bien mettre en valeur, c'est que le personnage principal de Dune, ce n'est pas Paul Atreides, c'est le désert, c'est la planète Arrakis, cette planète de sable. Donc ça, c'est une des grandes forces justement de son film, un film qui est très lumineux et qui met vraiment en scène le désert. Parmi les autres forces, il y a également les moyens visuels. Je vous disais que le film de David Lynch avait souffert de ce manque d'ambition visuelle, de ses moyens beaucoup plus limités. Et là, par contre, dans la représentation de l'univers, et notamment du Ver des Sables, on est dans une vraisemblance assez fascinante. Il y a donc bien sûr le choix du casting, et également, et c'est pour cela que j'ai ici présenté l'affiche de Dune, deuxième partie sur la droite de l'écran. Il y a le fait que Denis Villeneuve ait réussi à imposer aux studios américains le fait qu'il voulait adapter Dune en 2 films et pas en un seul film. Il faut savoir que David Lynch, lui, considérait qu'il était très difficile d'adapter Dune en un film et que dans son premier montage, son film faisait 5 heures. Or, les 2 parties du Dune de Villeneuve réunies, 2h30 et 2h30, feront précisément 5 heures. Donc Denis Villeneuve a pu aussi bénéficier de l'échec du film de David Lynch pour imposer aux producteurs américains qu'il y ait cette fois-ci un film en 2 parties, parce que traiter Dune en un seul film de 2 heures ou de 2h30, c'est effectivement insuffisant et plusieurs problèmes auraient pu se présenter. Alors, quelques éléments maintenant pour terminer, pour vous parler un petit peu de Dune en tant qu'œuvre en lien avec la pop culture. Les œuvres de pop culture ont une caractéristique, elles ont un univers étendu. C'est-à-dire qu'elles ont un média principal. Par exemple, pour Star Wars, c'est le cinéma. Et puis ensuite, on a eu la bande dessinée, les séries, les romans, etc., etc. Il y a plusieurs supports, les jeux vidéo. Dune a également un univers étendu qui est le fait de son fils, Brian Herbert, le fils de Frank Herbert, qui a donc, à la suite de la mort de son père, lui-même étant écrivain, a décidé de prolonger le cycle de Dune. Pour le meilleur et pour le pire, diront certains, parce que certains romans sont de bonne qualité, d'autres, par contre, sont plus décevants. Et effectivement, ces romans ne font pas l'unanimité. Ils ont néanmoins un avantage, c'est que comme il a pu s'appuyer sur les notes laissées par son père, il a pu raconter la fin de l'histoire de Dune et également raconter un petit peu les préquels, comment cet univers s'était mis en place. Voilà.
Mais à vrai dire, le livre le plus intéressant écrit par Brian Herbert en lien avec Dune, c'est Dreamer of Dune, qui est la biographie qu'il a consacrée à son père et qui est très riche en informations différentes sur la vie de Frank Herbert et sur sa création artistique. Dune également se développe maintenant sur différents supports. Le jeu de société ou le jeu de rôle, les jeux vidéo. Et il y a notamment 2 projets très intéressants. L'un d'entre eux est déjà disponible. C'est un jeu de stratégie en temps réel, Spice Wars. Et on attend avec beaucoup d'impatience Dune Awakening, qui là est un jeu où l'on aura la possibilité d'incarner un Fremen sur la planète Arrakis et d'être en immersion la plus totale, puisque c'est ce qu'on appelle un open world. Donc on va se retrouver sur la planète Arrakis et on pourra la parcourir. On aura des missions à accomplir, mais on sera aussi libre de s'y rendre comme on veut. Les premières images ont déjà été diffusées et elles sont très très impressionnantes. Je pense que le jeu devait sortir à la fin de cette année-là, mais comme Dune, deuxième partie, a été repoussée au mois de mars, on peut penser que le jeu vidéo sera repoussé au printemps prochain. Il y a également un autre projet, le projet d'une série télévisée Dune, on n'a pas beaucoup d'informations à son sujet. La série est plutôt en mauvaise posture actuellement. Elle devait s'intituler Dune The Sisterhood et parler de la caste du Bene Gesserit, ces femmes justement qui possèdent de grands pouvoirs dans l'univers de Dune et qui ont inspiré George Lucas pour créer les Jedi. Mais actuellement, on ne sait pas du tout si cette série verra le jour. Il y a beaucoup d'incertitudes à son sujet. Voilà. Et puis pour terminer, vous dire également donc, que Dune, comme je le disais, a inspiré de grandes œuvres de la pop culture. Dune a inspiré bien sûr Star Wars et continue à le faire. Par exemple, si vous connaissez la série The Mandalorian, il y a plusieurs références qui sont faites dans la saison 1, dans la saison 2 et même dans la saison 3 à Dune. C'est assez fascinant de voir que même depuis le départ de George Lucas, Star Wars continue à se référer à Dune. Il y a bien sûr, donc, comme je vous le disais, le Trône de Fer, qui est un héritier de Dune, même si c'est un univers de fantasy. Et puis, un artiste notamment dont on va parler dans peu de temps dans la table ronde à laquelle je participe, James Cameron. James Cameron a lu Frank Herbert pendant son adolescence. Il est un grand fan de Dune. Et il y a beaucoup de points communs entre Dune et Avatar. Et puis, un autre grand artiste qui est un fan absolu de Frank Herbert, c'est Hayao Miyazaki. Et parmi ses œuvres, Nausicaa de la vallée du vent, qui a d'ailleurs une dimension écologique comme c'est le cas dans Dune. Nausicaa de la vallée du vent est très largement inspiré de Dune. Je vous donne juste un élément parmi ceux-ci. Les personnages qu'on appelle les Omu, ce sont des sortes un peu de créatures, d'insectes géants dans cet univers, sont inspirés des vers des sables de Frank Herbert. Et Hayao Miyazaki a totalement assumé cette référence. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je suis à votre disposition, bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis, je serai donc ensuite en dédicace. Alors, pas tout de suite, mais après la table ronde à laquelle je vais participer, on aura l'occasion de parler de Denis Villeneuve, de nouveau, de James Cameron et de Christopher Nolan, trois grands réalisateurs de science-fiction. Voilà, merci pour votre attention.